Bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que tout est ok pour vous depuis la semaine dernière. La semaine dernière, nous sommes partis assez loin avec ces deux vidéos d'introduction aux lois de l'univers qui seront traitées la semaine prochaine. Cette fois, nous revenons un petit peu plus dans la matière, avec des choses plus à notre portée, avec cette quatrième vidéo de la série Développement personnel. Si jamais vous débarquez sur cette chaîne, sachez que les vidéos de cette série Développement personnel s'inscrivent dans une progression logique et je vous conseille vivement de regarder les vidéos précédentes avant de commencer par celle-ci. Le lien vers la playlist développement personnel figure dans la barre de description sous cette vidéo, à laquelle vous avez accès en cliquant sur afficher plus. Alors, j'avais deux sujets en tête de développement personnel qu'à la base je pensais traiter dans deux vidéos distinctes, et puis finalement, pour une question de sens et de pertinence, il m'a semblé plus juste de les rassembler dans cette même vidéo d'aujourd'hui. Pour cela, cette vidéo sera un petit peu plus longue que d'ordinaire. Allez, c'est parti, entrons directement dans le vif du sujet. Je parie que vous connaissez le triangle de Karpman. Alors, je vous arrête tout de suite, si vous pensez là de suite à Cartman avec « je rentre à ma maison », eh ben, c'est pas du tout le sujet, puisqu'en fait, il s'agit du triangle de Karpman avec un K et avec un P. Ça vous dit peut-être rien le nom, mais le triangle, quant à lui, vous le connaissez, n'est-ce pas? Eh bien, nous n'allons pas vraiment en parler. Non pas que je considère que ce triangle ne soit pas tout à fait valide. Mais je vais parler d'autre chose. Dans les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz nous parle de la victime et du juge. J'ai envie de créer un nouveau triangle, qui serait le juge bourreau victime. Le juge, c'est celui qui sait tout. Le juge, il sait tout par rapport à son propre modèle du monde. Donc à ses programmes, à ses mécanismes, et à toutes les croyances qu'il a construites, notamment quand il était enfant, notamment avec l'influence de ses parents, du maître d'école, de l'autorité, et etc. Miguel Ruiz, il utilise une expression intéressante pour définir tout ça que je vais me permettre de reprendre. Il parle du livre de la loi. C'est comme si toutes ces croyances essentiellement, mais aussi les programmes et mécanismes, eh bien, ont forgé inconsciemment en nous-mêmes un véritable livre de la loi. De ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est juste et de ce qui l'est pas, de ce qui mériterait punition, ou au contraire de ce qui mériterait récompense. Et ce juge, en permanence, eh bien, il juge, et il se fait des avis, sur les uns, sur les autres, et également sur soi-même. Une fois qu'il a posé son jugement, il peut entrer en mode bourreau, et s'attaquer du coup à la victime, c'est-à-dire au coupable en fait, puisque le juge il va juger un coupable. Et il va lui-même se convertir en bourreau pour aller attaquer une victime. Soi-même, on peut tout à fait être à la fois les 3 éléments de ce triangle. Ça veut dire, d'abord, je pose un jugement sur ce que j'ai fait. Et je vais me fustiger et devenir ma propre victime. Alors, les implications de tout ça, en fait, c'est énorme. Les liens à faire, c'est énorme. Donc, je vais essayer d'aborder les choses par thème, par thématique, sans prétendre qu'il y ait une chronologie logique entre les thématiques. Premier point, on voit ici l'influence inconsciente du système judéo-chrétien avec cette histoire de faute qui requiert une punition. Je juge que j'ai fauté, je me fais mon propre bourreau, je m'attaque et je suis ma propre victime. Combien de temps est-ce que je vais me fustiger pour la même chose? Une seule fois? Et combien de temps? Ou plusieurs fois? Est-ce que je vais recommencer dans un mois pour la même chose? Peut-être même 10 ans plus tard, je serai encore en train de me fustiger de la même chose. Malheureusement, et là on revient à ce qu'on avait déjà abordé dans des vidéos précédentes sur l'histoire du conditionnement global avec ce contexte judéo-chrétien, on est là-dedans. On a été éduqués, alors pour certains d'entre nous, certains d'entre nous ont eu la chance de ne pas être éduqués comme ça par leurs parents, grand bien leur face. En attendant, à l'école, c'est le système que l'on a appris, c'est punition, récompense. Ça, c'était un premier aspect que l'on peut aborder. On peut aborder autre chose. Donc là, je viens de parler d'entre soi et soi, je vais essayer de parler maintenant entre soi et les autres. Quelqu'un fait quelque chose que moi,
ma partie juge, que je prends tout à fait inconsciemment, avec mon livre de la loi qui est contenu dans mon inconscient, juge pas bien, etc. Et je vais aller attaquer quelqu'un d'autre. Comment je vais l'attaquer? Très certainement en violant le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Donc je vais aller voir l'autre et je vais lui dire ouais tu. Je vais pas venir ici complètement dans le premier accord Toltec parce qu'il fera l'objet d'une vidéo entière tant il y a de choses à en dire. Mais en gros voilà le principe. Et en plus donc ce juge qui juge selon son livre de la loi, juge selon son propre modèle du monde, dont nous avons déjà parlé, et donc, à tous les coups, a pris quelque chose personnellement, donc viol du second accord Toltec, a fait des suppositions, viol du troisième accord Toltec, et va attaquer l'autre, viol du premier accord Toltec. Là, on a tout le chapeau qui est rempli. Donc, du coup, on génère une victime. Et qui dit victime dit qu'effectivement, il y a un sauveur quelque part qui va se pointer. Le sauveur, c'est pas un héros, attention. Dans ces 3 rôles du triangle de Cartman, les 3 rôles sont des rôles, permettez-moi l'expression, à la con. Donc le sauveur, il vaut pas mieux que les autres. Lui aussi, il est pris dans son programme où, pour se sentir aimé, il a besoin de faire ci, ça pour les autres, même si on lui a pas demandé. C'est pas un rôle qui est juste, attention. Alors, il semble peut-être plus glorieux, a priori, comme ça, vu de loin, que celui de bourreau, il n'en reste pas moins que c'est pas un rôle juste pour lui-même, pour celui qui joue le sauveur. Et c'est un rôle qui n'est même pas juste pour la victime, parce qu'en faisant pour la victime ce qu'elle-même aurait besoin de faire pour grandir, le sauveur va empêcher la victime d'évoluer. Au même titre qu'aucun de ces rôles n'est juste. On a un sauveur qui va aider les autres parce qu'il cherche à être reconnu, à être aimé, etc. On a un bourreau qui va attaquer quelqu'un parce que il comprend pas comment il est fait à l'intérieur, ses programmes, ses mécanismes, ses conditionnements, et parce qu'il prend sûrement les choses personnellement. Et on a une victime qui se laisse attaquer en fait par tout ça, parce qu'elle n'est pas centrée, peut-être qu'elle manque de confiance en elle, d'amour propre, et que du coup, elle se laisse enfoncer par ce bourreau, et peut-être est en attente d'un sauveur, peut-être pas, en tout cas, il y a de fortes chances qu'il y ait quand même un sauveur qui débarque. J'ai donc finalement quand même un petit peu parlé de ce triangle. Mais on voit que tout part de qui? En fait, tout part du juge. Parce que c'est lui qui déclenche la situation. Donc dans le schéma qu'on vient de décrire, ça fait juge, bourreau, victime, sauveur, victime, sauveur, victime. Voilà en gros, mais après ça peut continuer pas mal aussi dans ce triangle au-dessus. Évidemment, surtout entre soi et soi, on a tendance à bien rester coincé dedans, et même si c'est entre soi et soi, il n'en reste pas moins que on est tellement capable de se mettre au fond du seau soi-même, en mode victime, que peut-être qu'on va nous-mêmes aller chercher un sauveur, ou peut-être qu'un sauveur va émerger parce qu'il sera apitoyé par l'état dans lequel nous nous sommes mis nous-mêmes, en nous étant jugés et en nous étant attaqués. Ce juge, c'est bien entendu également celui qui va faire des suppositions et prêter des intentions aux autres pour les attaquer, et etc. Peut-être vous identifiez-vous déjà à l'un de ces rôles dans vos relations aux autres. Eh bien, je crois qu'il peut y avoir peut-être une prédominance, mais qu'il n'en reste pas moins qu'à tout moment, nous sommes tous capables de tenir chacun des rôles. Après, tout est question de proportion, peut-être que j'ai plus tendance à me faire attaquer par les autres. En attendant, il faut être honnête, il y a peu de chances que moi-même, je n'attaque jamais les autres. Parce que j'ai jugé quelque chose, que j'ai prêté des intentions, et donc je vais aller attaquer en n'ayant pas une parole impeccable. Tout ça parce qu'au départ, j'avais pris quelque chose personnellement. Ou parce que quelqu'un n'a pas répondu à une attente que j'avais, une attente qui peut-être était inconsciente, et que je n'ai pas pris la hauteur nécessaire pour requalifier cette attente en préférence. Je vous invite sur ce sujet à vous référer à la vidéo précédente de cette série. Il y a un autre sujet qui apparaît ici avec ces 2 triangles, c'est le sujet de la culpabilité. Premier point, entre soi et soi, c'est parce qu'on s'est jugé fautif sur quelque chose, qu'on choisit de s'attaquer et de se rendre victime, et on est dans ce brouhaha infernal de culpabilité. On se retrouve avec notre petit dessin des 4 corps dans le fameux brouhaha entre notre émotionnel et notre mental qui nous empêche d'être centrés et de regarder les situations depuis une position plus éclairée qui serait le mental supérieur plutôt que le mental inférieur,
qui lui serait capable d'observer la situation, comment se comporte le mental inférieur, comment se comporte l'émotionnel, et comment ça se passe, le brouhaha automatique entre les deux. Brouhaha que consciemment on vit, mais on est embarqué dans des mécanismes inconscients qui contrôlent la machine en fait, ce sont eux qui conduisent. Avec les autres, donc là je parlais soi-même. Avec les autres, bon, je juge, donc là je vais être aussi dans mon brouhaha, hein, qui va m'amener à aller attaquer, à être le bourreau. Et du coup, je vais m'attaquer à quelqu'un, parce que cette personne, c'est normal qu'elle culpabilise avec ce qu'elle a fait, mince alors. Et tout ça va nous amener à ce que je considère être le pilier de toute démarche d'amélioration de soi. Donc de développement personnel bien évidemment, mais de toute démarche d'amélioration de soi de manière générale, parce que ça vaut aussi pour le boulot. Ce sujet, c'est la responsabilité. Alors avant de définir ce qu'est la responsabilité, je vais définir ce qu'elle n'est pas. Parce que dans notre langage commun, de la même manière que l'on peut employer parfois les mots contrôle ou maîtrise pour les mêmes choses, et nous avions posé des définitions sur ces deux mots dans des vidéos précédentes de cette série, on peut parfois confondre la responsabilité avec la culpabilité, je veux dire dans notre langage, dans notre manière de parler. Il y a un des piliers de la PNL, dont je suis maître praticienne, qui dit responsable et non coupable. Parce qu'on l'a vu, la culpabilité, c'est tout le sujet de ce triangle juge-bourreau-victime et surtout de ce juge, en fait, qui juge quelqu'un coupable, que ce soit soi-même ou quelqu'un d'autre. Puisque j'en suis à citer des piliers de la PNL, je vais en citer deux autres. Il y en a un qui est « la carte n'est pas le territoire ». C'est ce que l'on peut traduire par « chacun a son propre modèle du monde », sujet largement abordé dans les deux précédentes vidéos de cette série. Un autre principe très intéressant de la PNL, c'est « tout comportement est toujours le meilleur choix disponible ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes ici sur le sujet de notre oignon, avec notre être, notre partie « je suis » qui est camouflée derrière toutes ces diverses couches. Quelque chose que je fais à un instant T, fondamentalement, je vais faire le mieux de ce que je peux faire, sur le moment, avec les ressources qui me sont disponibles à cet instant. Bien entendu, s'il en est ainsi pour moi, il en est également de même pour les autres. Et je rappelle d'autre part que toutes ces couches, donc, qui sont constituées par nos croyances, nos programmes et nos mécanismes, se sont toutes mises en place avec une intention positive, et même super positive, parce qu'au moment où j'ai mis en place ces choses, c'est parce que j'en avais besoin. Quand on a ces deux principes, déjà, d'une part de l'intention positive, et cet autre principe que tout comportement est toujours le meilleur choix disponible, on comprend d'ores et déjà que le rôle du juge, il n'est pas si juste que ça. On va venir maintenant sur ce responsable et non coupable, et avant de parler de responsabilité, on va parler de ce que n'est pas la responsabilité, c'est-à-dire la culpabilité. Donc vous savez déjà, bien entendu, ce qu'est la culpabilité, donc envers soi-même, mais aussi le fait que on cherche parfois à faire culpabiliser les autres. Pour parler de la culpabilité, je vais utiliser deux métaphores, deux histoires en fait. La première vient, je crois, du bouquin Le souffle des dieux de Bernard Werber. Si elle ne vient pas de celui-là, c'est qu'elle vient du tome précédent, Nous les dieux, ou du tome suivant, Le mystère des dieux. Dans cette histoire, il y a un héros, qui a fait des expériences de mort imminente, ou peut-être qu'à ce moment-là, il est déjà mort, et donc on vit son périple dans l'après-vie. Il est dans un monde dans lequel il y a des dieux qui sont les dieux grecs. Il fait une quête et il cherche géographiquement dans ce monde à se rendre à certains endroits, à découvrir certaines choses. Il se doute et il en a très peur qu'à un moment donné, il va devoir passer par les enfers. Et ce qui lui fait le plus peur, outre traverser les enfers, c'est éventuellement de tomber sur le dieu Hadès, dont il a une peur bleue. Donc effectivement, au fur et à mesure de son périple, il finit par arriver aux enfers. Et il découvre les divers enfers qui sont là sous ses yeux, avec des personnes qui souffrent pour l'éternité. Alors je ne vais pas tous les citer, déjà parce que je ne me rappelle pas de tous, mais par exemple, il y a un enfer dans lequel les personnes sont affamées pour l'éternité. Il y a un autre enfer dans lequel elles se battent pour l'éternité. Et puis, de fil en aiguille, dans son parcours dans les enfers, même en se cachant, il finit par tomber sur Hadès. Et là, il découvre un être qui n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Il s'attendait à un être, déjà peut-être
peut-être vilain, impitoyable, cruel, etc. Et ce n'est pas du tout le personnage qu'il a devant lui. Il a devant lui un être doux, délicat, très beau et très gentil, qui lui raconte que toutes les personnes qui sont ici aux enfers à subir ces supplices pour l'éternité, eh bien ce n'est pas lui, Hadès, qui les a mises à ces endroits. Ces personnes sont là parce que elles-mêmes, de leur propre vivant, ne se sont pas pardonnées certaines choses, donc sont dans la culpabilité d'actes, de paroles ou de non-actes ou de non-paroles durant leur vie. Je trouve que cette histoire est extrêmement parlante. L'autre histoire, elle nous est racontée par un monsieur. Alors je vais mettre le lien de cette vidéo sous la présente vidéo pour si le sujet vous intéresse. Alors on y croit ou on n'y croit pas, en attendant il y a quand même des symboles dedans qui me semblent intéressants, c'est pour ça que je le cite. Un monsieur, un français, qui il y a quelques mois a publié, enfin du moins a été filmé, une vidéo a été publiée dans laquelle il raconte une expérience de mort imminente qu'il a faite, et ce par quoi il est passé donc dans ces quelques strates de l'après-vie qu'il a eu à visiter pendant cette expérience dans laquelle il était cliniquement mort avant de revenir et de pouvoir raconter son histoire. Il raconte divers mondes par lesquels il passe. Il parle de mondes, alors je vais dire, qui ont des vibrations très élevées, qui sont pleins d'amour, où on se sent léger, super bien, et il visite d'autres strates. Et il descend de plus en plus dans la densité, jusqu'à arriver dans un lieu dans lequel il se retrouve face à des êtres qui ont leur visage comme dans un mur, coincé dans la pierre. Et ce que ce monsieur qui est en train de visiter cet espace ressent, c'est l'horreur absolue. C'est de la haine profonde de soi-même. Alors non pas celle que le monsieur en question éprouve pour lui-même, mais celle qu'il ressent que ces gens éprouvent pour eux-mêmes. Ça veut dire que ces gens sont là dans ces sphères très très denses, avec des vibrations très basses, alors qu'ils pourraient être sur des sphères beaucoup plus hautes et beaucoup plus sympas, parce qu'ils ne se sont pas pardonnés des choses de leur vivant. Voilà, vous regarderez cette vidéo si cela vous intéresse. Au passage, si jamais vous avez perdu un être cher, c'est le genre de vidéo qui, à mon avis, doit faire du bien. Voilà, donc j'ai cité ces deux histoires qui, ok, ne sont que des histoires, mais qui, je trouve, illustrent très bien, en fait, ce poids énorme qu'a la culpabilité sur nous. Et ces deux histoires ont ce point commun qu'elles nous invitent à ne pas rester dans la culpabilité pendant notre vie, sinon, en fait, on le paierait éventuellement après notre vie, après voilà, que chacun croit ce qu'il souhaite par rapport à cela, mais ça invite en tout cas à se pardonner soi-même de son vivant. Ce qui, vous en conviendrez facilement, je suppose, est un concept très loin d'être inintéressant, et qui relie très fort avec cette idée d'intention positive, que tout comportement est toujours le meilleur choix disponible quand on a ces concepts en tête, c'est plus facile de se pardonner, et pour pouvoir le faire, ça nécessite de prendre cette hauteur, et de regarder les choses en tant qu'observateur depuis notre mental supérieur plutôt que de rester coincé dans ce brouhaha. Vous verrez que ce sujet du mental supérieur, il va revenir tous les 4 matins, il va même venir d'ailleurs la semaine prochaine, la vidéo sur les lois de l'univers. Ici, on a une victime de soi-même, parce qu'on s'est jugé, qu'on s'est attaqué et qu'on est sa propre victime. Ou une victime de quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre a jugé et nous a attaqué. On peut également s'estimer soi-même victime d'une situation. J'avais cité, je pense, dans la vidéo précédente de cette série, cet exemple de la machine à laver qui tombe en panne, et « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi ma machine à laver est en panne ?» Cette responsabilité, c'est ce qui va nous permettre de sortir de ce rôle de victime. Parce qu'il s'agit en fait, donc vous l'avez compris, qu'on ne parle pas de culpabilité, c'est une responsabilité positive. Cette responsabilité positive, elle permet d'avoir un pouvoir d'action. Cela m'amène à une prière que vous connaissez certainement, et cette prière, c'est la prière de sérénité, que certains attribuent à Marc Aurèle, qui était un empereur et philosophe romain du second siècle après Jésus-Christ, que d'autres attribuent à des moines du Moyen-Âge. Alors la prière, c'est comme un refrain au milieu d'autre chose, en fait, au milieu de couplets. Et que d'autres encore, alors là ils attribuent plus, ils affirment qu'elle vient de Reinhold Niebuhr, pardonnez-moi pour la prononciation, qui est un théologien américain, et il aurait écrit cela dans les années 30. Donc,
D'où elle vient exactement, je ne sais pas, ce n'est pas mon propos et je ne vais pas rentrer dans les diverses tergiversations sur son origine. La prière en question, nous la connaissons généralement sous cette forme. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Notre responsabilité positive, elle intervient en premier lieu sur la seconde partie de cette phrase, le courage de changer celles que je peux. Parce qu'effectivement, cette responsabilité positive, c'est celle qui me confère un pouvoir d'action. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, eh bien, la meilleure chose que je puisse faire, la plus juste pour moi, plutôt que de me mettre en mode victime, en mode je subis, je peux rien faire, c'est pas ma faute, eh bien, c'est de chercher à quel endroit dans cette situation je peux prendre la moindre petite bribe de responsabilité. Parce qu'à cet endroit, là où je peux avoir une responsabilité, eh bien, je peux changer quelque chose. Que ce soit quelque chose dans la situation intérieure ou quelque chose en moi-même. En l'occurrence, pourquoi pas dans mon programme, comme nous l'avons vu il y a 2 vidéos dans cette série, en faisant comme si, pour que la fois d'après, la chose ne se reproduise pas de même. Ou, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, peut-être que je peux requalifier une attente en préférence, en observant la situation depuis mon mental supérieur, pour ainsi vivre la chose différemment. Parce que à ce stade, nous avons déjà investigué ce sujet, il est exclu notamment de croire que les autres sont responsables de ce que nous vivons intérieurement. Ça fait plusieurs vidéos que ce sujet est amené, je suppose qu'à ce stade, cela ne fait plus de doute pour vous. Nous sommes nous-mêmes responsables de nos propres émotions, et non pas l'extérieur, ni les autres, ni les situations. Cela dépend de comment on se sert de son programme. Et ce programme, si on n'est pas coupable de l'avoir créé, parce qu'on l'a dit, il s'est créé avec une intention positive, selon les besoins du moment, à chaque fois qu'il y a des liens qui se sont faits dans nos neurones, etc. Aujourd'hui, on est responsable de choisir de le garder tel qu'il est, ou de choisir de le modifier en changeant volontairement nos habitudes jusqu'à ce que cela devienne un nouveau naturel. Si je choisis de rester une victime, eh bien, je suis un peu comme sur le siège passager de ma vie. Je donne mon pouvoir à l'extérieur de moi. Je perds mon pouvoir, ou je donne les clés aux autres. Et ce sont les autres qui conduisent la voiture de ma vie. Alors que si je choisis de, à chaque endroit où je peux le faire, prendre ma responsabilité, j'ai ainsi un pouvoir d'action, et là c'est moi qui reprends les clés de ma voiture, c'est moi qui reprends le volant, c'est moi qui conduis ma vie. Voilà pourquoi j'affirme que cette notion de responsabilité est le pilier de toute démarche qui vise à s'améliorer soi-même, à avoir une vie meilleure. C'est de prendre la responsabilité de ses émotions. Et autant que faire se peut, de chaque petite bribe de situation dont je peux me saisir, dont je peux prendre la responsabilité pour pouvoir agir. Nous en venons maintenant à la première partie de cette phrase. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Parce qu'effectivement, si dans une situation, alors il y a probablement des endroits où je peux aller saisir ma responsabilité, mais il y a des endroits où je ne peux pas. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que, de nouveau, je me considère comme une victime? Eh bien, ce serait irresponsable que de faire cela, puisque si je n'ai aucun moyen d'action pour changer ces éléments-là de la situation, qu'est-ce qu'il me reste à faire, en fait? Eh bien, il me reste à accueillir. J'emploie volontairement le mot accueillir plutôt qu'accepter, parce que le mot accepter, dans notre langage, avec nos habitudes de parole, etc., on peut considérer que ça voudrait dire faire de quelque chose son fardeau, se trimballer son sac, ah ben c'est bon, j'ai accepté. Non, accueillir, c'est autre chose. Accueillir, c'est être ok avec la situation, même si j'aurais préféré autre chose, hein, on retombe dans cette idée de préférence, même si, voilà, autre chose aurait été plus sympa pour moi, eh ben j'accueille parce que c'est là. Un grand sage disait, ben, si c'est apostrophe EST, c'est que c'est juste, sinon ce ne serait pas. Alors peut-être qu'à ce moment précis, je ne sais pas encore pourquoi c'est juste. Mais à n'en pas douter, je le découvrirai un de ces 4. Alors peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques années. Mais moi je suis du parti pris, effectivement, je vous l'avoue, de penser que tout est juste, même si ça ne me convient pas. Et d'autant plus si ça ne me convient pas, voire même pas du tout, je suis ravi quand cela arrive parce que je me dis, ah, je sais pas encore à quoi ça sert, mais là, vu la cartouche que je prends dans les dents,
eh ben ça va faire un truc génial derrière. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est ma propre façon de penser à laquelle vous pouvez adhérer ou pas. Le fait d'accueillir, c'est justement ce qui vient en opposition au fait de juger. Donc en fait, dans la vie, on a deux choix. Soit on est dans l'accueil, soit on est dans le jugement. Donc pour sortir de cette position du juge, eh ben, il s'agit d'accueillir les situations. De quelle place on accueille facilement les situations? Eh bien, c'est du je suis en gauche-droite inversée, c'est du mental supérieur, bien entendu, et pas du mental inférieur. Ce qui nous amène à la dernière partie de cette prière, puisqu'on l'a sortie, on va la boucler, et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, encore une fois, bien entendu, la sagesse, elle vient pas d'en bas, elle vient d'au-dessus. De cette position que l'on peut appeler le mental supérieur, la conscience témoin ou la raison de Spinoza, en tout cas de cette position d'observateur. À partir de là, je peux me recalibrer. Je peux voir que je suis parti dans mon programme et me dire, ah, t'es en train de juger, ou oh, c'est tel mécanisme qui se met en route, etc. Et à partir de là, m'en extraire. Et à partir du moment où je m'en extrais, je vais pas revenir dessus, c'est la vidéo sur le modèle du monde, hop, je peux créer une nouvelle connexion dans mon cerveau. Et à force de faire ça, eh ben, ça devient une nouvelle habitude qui est très facile, en fait, à mettre en œuvre, puisqu'en fait, ça se fait tout seul. Alors, de quoi je suis responsable? Eh ben, je suis responsable de mon programme. Je suis pas responsable, alors, si, en quelque sorte, mais bon, on peut oublier ça, c'est du passé, de sa création. En tout cas, je suis pas coupable de sa création. Et je suis responsable en fait de choisir d'en changer certains morceaux. Alors on l'a dit, c'est toujours mieux de faire petit bout par petit bout. Si vous n'avez pas vu la vidéo le modèle du monde et le comme si, je vous invite vraiment à la regarder sur ce sujet. Je suis responsable d'avoir des attentes ou de les transformer en préférences. Ça, c'est la vidéo précédente. Je suis responsable de partir dans le jugement ou pas. Je suis responsable également, alors ça tombe un peu sous le sens, bien entendu, de mes actes et de mes paroles, mais également de mes non-actes ou de mes non-paroles, puisqu'il y a toujours deux aspects à la même chose. Est-ce que je suis responsable des autres? Est-ce que je suis responsable déjà du bonheur et du malheur des autres? Eh ben en fait non, parce que eux-mêmes ils sont comme moi responsables de leur propre bonheur et de leur propre malheur, qui pour grande partie vient du programme qu'on peut représenter par l'oignon ou par ce brouhaha. Donc chacun est responsable de ce brouhaha-là. Est-ce que je suis responsable de mes enfants? Eh bien, oui et non, d'un point de vue légal, bien évidemment, jusqu'à leurs 18 ans. Au-delà de ça, je suis responsable de leur fournir les moyens de devenir adultes, avec une éducation, avec de l'amour, et etc. Est-ce que je suis responsable des actes, des bêtises que peut faire ou dire mon adolescent? Eh bien, alors légalement oui, c'est toujours pareil, mais sinon lui en fait c'est comme moi, il est aussi responsable de ses actes, de ses paroles, des conséquences de ses actes et de ses paroles, et il fait comme moi j'ai fait avant. Il fait des bêtises et c'est ça qui lui permet de grandir. Je reste responsable de lui donner en main les clés, du moins de mettre en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir lui donner en main les clés, pour devenir adulte. Après, il se peut que mon ado les refuse, donc je suis pas non plus responsable de maintenir une communication. Je suis responsable de tout faire pour maintenir cette communication. Après, nous sommes tous co-créateurs, donc dans une situation, je ne suis pas responsable de tout, mon ado n'est pas responsable de tout. On a chacun des bribes de responsabilité à des endroits, et là, il s'agit d'agir. Alors je dis pour les ados, mais c'est pour tout. Il s'agit d'agir là où moi j'ai des bribes de responsabilité, et en modifiant un rouage, je donne la possibilité que l'ensemble de la situation change. Ça veut pas dire que ça va forcément arriver. Et c'est là que si ça arrive, tant mieux, et si ça arrive pas, je vais accueillir, parce que je peux pas le changer. Et puis je vais transformer mon attente en préférence. Il est temps de citer maintenant, je pense, le 4e accord Toltec, qui est le seul qui n'avait pas été abordé jusque-là. Le 4 accord Toltec, c'est « fais toujours de ton mieux ». Donc ça illustre bien tout ce que nous sommes en train de dire. Ce « fais toujours de ton mieux », il vaut pour tout. Fais toujours de ton mieux pour prendre ta responsabilité partout où tu peux. Fais toujours de ton mieux pour ne pas prendre les choses personnellement, pour ne pas faire de suppositions, pour ne pas juger,
pour t'occuper de ton programme, etc. Et on reparlera de cet accord ultérieurement, mais dans cet accord, fais toujours de ton mieux, il faut pas tomber dans le perfectionnisme non plus, et il faut appréhender que ce mieux, il est différent chaque jour, et que chaque jour, j'ai qu'à faire du mieux que je peux avec mon mieux du jour, qui n'est pas forcément le même, parce que ça peut dépendre ne serait-ce que de mon sommeil, de si je suis malade, enfin de tout un tas d'événements extérieurs. Donc faire son mieux du jour. Sans se juger, sans culpabiliser, simplement depuis son mental supérieur, en observant, en voyant comment ça s'est passé, en se disant « Ah ben là, j'ai pas été au top, j'aurais pu mieux faire, la prochaine fois je ferai plutôt comme ça ». Pour revenir sur la responsabilité, j'ai dit que nous n'étions pas responsables du bonheur et du malheur des autres, et bien entendu, les autres non plus ne sont pas responsables de mon bonheur ni de mon malheur, en fait c'est plutôt moi qui en suis responsable parce que c'est selon le fonctionnement de mon programme en fait que vont se générer mes émotions, je pense qu'à ce stade vous l'avez largement compris. Nous voilà à la fin de cette vidéo, et une fois n'est pas coutume, plutôt que de faire la synthèse sur mon tableau, parce que nous avons vu des choses assez diverses et variées, nous allons directement nous rendre sur la page qui, je vous rappelle, est à votre disposition. Son lien figure dans la description, sous chaque vidéo de cette série de développement personnel, ou également dans la description de la playlist développement personnel elle-même. Nous allons donc utiliser cette page pour faire notre synthèse du jour. Alors, qu'avons-nous vu aujourd'hui ? Nous avons, dans un premier lieu, parlé du jugement. Avec le triangle juge-bourreau-victime, nous avons dit qu'en fait, c'était ce juge qui créait, en fait, le triangle de Cartman, le victime-bourreau-sauveur. Et que, quand on entrait dans ce processus, en fait, on allait par là aller violer quelques-uns des accords Toltec. Parce que peut-être que le juge, il a pris quelque chose personnellement, et que c'est pour ça qu'il juge une situation. Il doit probablement prêter des intentions, et puis quand il envoie le bourreau attaquer la victime, là il y a peu de chances que la parole du bourreau soit impeccable. Nous avons parlé de la notion d'accueillir. Accueillir, c'est en fait sortir du jugement, que ce soit de soi-même, des autres ou des situations. Cela permet en fait d'accueillir, de mettre fin à la culpabilité pour soi-même, comme à la culpabilisation en ce qui concerne les autres. Culpabilité et culpabilisation qui viennent du juge et qui, via le bourreau, s'adressent à la victime, soi-même ou quelqu'un d'autre. Il y a quelques principes aidants pour sortir de ce jugement. Ceux qui ont été cités, chacun a son modèle du monde. Donc l'autre est comme moi, mais dans son propre système et que je ne peux pas comprendre. Tout comportement est toujours le meilleur choix disponible. Chacun fait de son mieux à chaque instant avec les ressources qu'il a sur le moment. Et tout est juste. Ensuite, nous avons parlé de responsabilité. Je vous propose ici un autre principe. Alors, c'est une citation de Ken Case Jr., dont j'ai lu un livre il y a très longtemps, il y a 20 ans maintenant. Je suis responsable de tout ce que je vis ici et maintenant, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source. Et si ce que je vis est pénible, bienvenue, parce que ça me donne une occasion de changer un truc qui déconne dans mon programme. Même si je sais pas encore ce que c'est. Sur ce principe que tout est juste, c'est encore relié ici. Quand je me considère responsable, en fait, je me mets en position d'observateur de la situation plutôt que de rester dans le brouhaha entre mon mental et mon émotionnel. Donc on a appelé cette position d'observateur mental supérieur, ou raison, ou conscience témoin. De cet endroit, je cherche ce que je peux faire et je le fais. Ou, si je peux rien faire, j'accueille la situation. Et quelle que soit la chose que je fais de ces deux choses, d'accueillir ou bien de faire ce que je peux faire, je sors du rôle de victime. Le rôle de victime, c'est un rôle d'impuissance, un cercle vicieux. Et du coup, ça me permet de reprendre les rênes de ma vie ou de conduire moi-même ma voiture. Être responsable, c'est aussi refuser la culpabilité, qui est un principe d'auto-jugement et d'auto-victimisation. Par contre, je tire des conclusions. Et la prochaine fois, je ferai mieux. Ça, c'est une attitude responsable. C'est une attitude, justement, de cet observateur, de ce mental supérieur. Je n'oublie pas que je suis en éveil et en croissance, et que j'avance pas à pas. Et donc, j'emploie pour ça le 4e accord Toltec, fais ton jour de ton mieux, mais ça veut dire aussi que je m'accueille quand je suis pas capable de faire ce que j'aurais voulu. C'est aussi ça, faire de son mieux. C'est aussi faire de son mieux dans le fait de s'accueillir.
Voilà, cette fois, ça y est, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous avons abordé beaucoup de sujets très importants qui étaient plus ou moins tous en lien, également en lien avec les deux vidéos précédentes, bien évidemment, ce qui sera toujours le cas d'être en lien avec le précédent. J'ai pas envie de vous lancer un défi en particulier. Beaucoup de choses ont été abordées, donc à vous de voir dans les observations que vous pouvez faire sur vous-même au regard de ces peut-être nouvelles connaissances apportées aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous paraîtrait juste de rectifier, de modifier, de minimiser peut-être, changer le degré en fait de certaines choses. Pourquoi pas, ça peut être aussi un moyen de commencer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous serai reconnaissante de me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Un petit pouce sera bienvenu, également abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas bien entendu à partager cette vidéo sur vos réseaux. La semaine prochaine, il y aura la suite des vidéos de la semaine dernière avec les lois de l'univers, et peut-être nous retrouverons-nous dans 15 jours pour la vidéo suivante de cette série développement personnel, mais je ne l'assure pas encore à ce stade, je suis pas encore bien calé niveau planning. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, une très belle semaine, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.